Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Récap. Je vous ai fait la confidence dans le Récap numéro 15. L'annonce est là. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées de gagner cette montre offerte par One Ion, une structure basée aux États-Unis et gérée par un Gabonais. Il vous suffit de commenter et peut-être vous recevrez la montre livrée chez vous, peu importe votre position géographique. Cela est réservé à nos abonnés sur YouTube. Êtes-vous abonné à notre chaîne YouTube? Bonne chance! Pour ce qui est de l'actualité africaine de la semaine, nous allons parler d'une nouvelle loi sur les télécoms au Cameroun. On parlera de la colère des fermiers blancs en Afrique du Sud après le meurtre d'un des leurs. Nous parlerons de l'affaire Kadhafi-Sarkozy qui a refait surface cette semaine. On parlera aussi des élections en Guinée et en Côte d'Ivoire. Nous parlerons aussi du fils du président équato-guinéen. Nos tops et nos flops de la semaine pour finir. Roulement de tambour, c'est parti. Au Nigeria, le combat continue entre les manifestants et la police. Nous vous en parlions la semaine dernière dans le récap. Cette semaine, les événements ont dégénéré à Lagos et dans les autres villes. L'armée a été accusée d'avoir tiré à balles réelles sur les manifestants, une information aussitôt démentie par ces derniers alors que certaines images fiables corroboraient la version des manifestants. Au milieu de tout ceci, il y a M. Adumu Garba qui a fait une déclaration accusant le patron de Twitter d'avoir sponsorisé les jeunes Nigérians et les encouragé à protester davantage. Il demande pour cela une compensation d'1 milliard de dollars. Le mardi 20 octobre, la ville était littéralement en feu. Bus brûlés, ponts de péage incendiés. Alors concernant les ponts de péage, ce n'est pas un hasard que les manifestants les aient pris pour cible. Ils sont en effet la propriété d'un homme suspecté d'avoir financé des groupes qui devaient faire barrage aux manifestants. Cet homme, c'est lui, M. Bola Tinubu. Il a la particularité au Nigeria d'être connu comme étant un faiseur de roi. Il aurait financé la campagne de l'actuel président Buhari. Le siège de sa télévision a également été pris d'assaut. Les présentatrices ont dû interrompre une émission live. M. Tinubu s'est sous la pression envolé vers Paris, mais derrière sa résidence a été prise d'assaut par des manifestants en colère. Du côté des stars, les messages de soutien continuent. L'attaquant nigérien de Manchester United a posté ceci sur les réseaux sociaux. I'm sad and heartbroken. I don't know where to start from. I'm not the kind of guy that talks about politics, but I can't keep quiet anymore for what is going on back home in Nigeria. I would say Nigerian government, you guys are a shame to the world for killing your own citizens, sending military to the street to kill unarmful protesters because they are protesting for their rights. It's uncalled for. Today, 20th of October 2020, you people will be remembered in the history as the first government that sent military to the city to start killing their own citizens. I am ashamed of this government. We are tired of you guys and we can't take this anymore. I'm calling the UK government, calling all those leaders in the world to please see what is going on in Nigeria and help us, help the poor citizens. The government are killing their own citizens. We are calling you guys, the UN, to see to the matters. And I want to call my brothers and sisters back home to remain safe. Be indoors, please don't come out, because these governments, they are killers and they will keep killing if the world did not talk about this. God bless you all and remain safe. One Nigeria, we move. À partir du 15 octobre 2020, une taxe d'une valeur de 33% du prix du téléphone ou de la tablette sera désormais imputée aux utilisateurs camerounais ou à toute personne présente sur le territoire. C'est en tout cas l'annonce qui a été faite le 29 septembre par le ministre des Finances et des Postes de télécommunications. Si donc vous achetez un téléphone, vous recevrez, après avoir inséré la puce, un message automatique qui vous informera du montant à payer et les modalités de paiement. Du côté des autorités, on justifie cette nouvelle taxe du fait que les recettes douanières sur les téléphones et tablettes importés étaient en baisse. Dans les années 2000, les recettes douanières s'élevaient à un peu plus de 2 milliards de francs CFA contre moins de 100 millions de francs en 2019. Paradoxalement, cette baisse de recettes contraste avec l'augmentation du nombre et la qualité de téléphones importés. On écoute Madame Elise Bokossi, un député camerounais.
Si on a voté cette loi, si on a instauré cette taxe, si on a vu l'importance non seulement de faire ça pour avoir de l'argent dans les caisses de l'État, parce que nous avons besoin de l'argent, on parle de projets d'investissement, on parle d'accompagner l'État, et ma foi, si le consommateur peut payer, le consommateur va payer, mais si le consommateur peut payer, on ne paiera pas. Et on n'est pas obligé d'avoir le téléphone. Du côté des consommateurs, naturellement, ça ne passe pas. Ils se demandent pourquoi imputer cette taxe aux clients en lieu et place de l'opérateur économique qui les transporte dans le pays. Pour certains, ce serait même un moyen d'éviter à la majorité de Camerounais d'avoir des téléphones portables pour ainsi éviter des tweets et complots anti-BIA sur la toile. Nous, à Elam, on ne saurait dire si cette version tient la route, mais nous comprenons les deux parties au vu des arguments avancés par chacun. Si d'un côté on estime que la douane camerounaise est dribblée et enregistre plus d'1 milliard de pertes, cette décision est salutaire. Mais dans le même temps, pourquoi les entrées ne sont pas strictement surveillées de manière à ce que ces prétendues pertes ne puissent plus arriver? Parce que tout compte fait, il y a quand même assez de limites avec cette nouvelle mesure. Si vous achetez une nouvelle puce et l'insérez dans un ancien téléphone, vous allez être taxé. Depuis, c'est sous le hashtag #AndPhoneTax qui proteste sur Twitter. Il faut croire que cela a marché, car au moment où nous enregistrons, nous apprenions que le président de la République aurait décidé de faire surseoir cette mesure. En Afrique du Sud, la découverte du corps d'un fermier blanc a enflammé les tensions raciales. 2 suspects noirs ont été arrêtés. Depuis lors, c'est une véritable guerre qui oppose fermiers blancs et noirs, dans la ville de Sénégal, non loin de Bloemfontein. Les fermiers blancs se plaignent du fait que les noirs tuent leurs frères avec zéro impunité. Selon les Blancs, ces Noirs utilisent le prétexte de l'apartheid pour commettre ces crimes abominables. Vous savez que certains Sud-Africains noirs n'ont toujours pas digéré le fait que les Blancs venus des Pays-Bas et Angleterre se soient appropriés leurs terres. En réponse aux supposées accusations de fermiers blancs assassinés par des Noirs, oui, je dis supposé parce que trouver un homme blanc mort dans une ferme ne voudrait pas forcément dire qu'il a été tué par un Noir. Surtout que jusqu'ici, personne n'est reconnu coupable, du moins c'est l'avis partagé par Julius Malema, le leader du parti IFF. Un parti d'opposition qui milite notamment pour l'expropriation des terres. Julius Malema. Ne vous laissez pas tromper par les soi-disant meurtres dans les fermes. Il n'y a pas de meurtre dans les fermes en Afrique du Sud. Il n'y a pas de fermiers blancs qui sont tués. Cette histoire est quand même terrible parce que quand on voit ça, Fuck off! Fucking bastard! Fuck off! We're fucking colliding like a bitch ou ça, Hey, jullie fruit. You fucking hell. Kom nou, wil die petrol gooi man, klim in. Bring sommer 'n slang hoor. Kom, pak uit. Weg. Nee, nou genoeg walen man. on se demande qui provoque qui et surtout que fait réellement le gouvernement parce que de telles choses peuvent parfois constituer les prémices d'une guerre raciale. Boa Lives Matter, c'est donc le slogan utilisé par les Blancs pour exprimer leur mécontentement. Ils ont bravé les barrages de police, prêts à en découdre. Nous ne sommes pas ici pour parler, nous sommes ici pour montrer que trop c'est trop. Il y a eu trop de discussions, des menaces des deux côtés et les meurtres continuent. En fait, ils ont augmenté ces 2 dernières semaines et nous en avons assez. Cela ne peut plus durer. Chaud, très chaud. Le guide de la révolution libyenne est décédé, assassiné devrais-je dire, le 20 octobre 2011. Mais son fantôme continue d'hanter les esprits de ceux-là qui auraient contribué à sa chute et son assassinat. Cette semaine, on apprenait que Ahmad Kadhafi, le cousin de Muammar Kadhafi, allait ester Hillary Clinton en justice pour, je cite, avoir répandu le chaos et le terrorisme en Libye et pour avoir propulsé les islamistes au pouvoir sous couvert de l'OTAN.
Il a chargé une équipe d'avocats d'entamer les procédures pour traduire Hillary Clinton devant la justice américaine. Il affirme leur avoir donné des preuves qui accablent l'administration américaine. Il aurait selon lui en sa possession des preuves irréfutables en ce qui concerne l'énorme complot qui a visé son pays. Après, il est lui-même conscient de la difficulté à mettre Hillary Clinton en prison, mais insiste sur le fait qu'il est important de montrer la vérité au peuple américain. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président, qui a été mis cette semaine en examen dans l'affaire de financement libyen de sa campagne de 2007. Les premières révélations dans cette affaire avaient été faites par le fils de Kadhafi, estimant avoir été trahi par l'ami français. Pour résumer cette histoire, lors de l'élection présidentielle de 2007 en France, Nicolas Sarkozy a besoin de fonds et le guide libyen est sollicité. Un deal est donc conclu pour un financement libyen de la campagne de Sarkozy et en échange, Kadhafi demande la fin des poursuites contre son beau-frère Abdallah Senussi. Abdallah Senussi avait été condamné par la justice française comme l'auteur de l'attentat contre un avion transportant plus de 50 Français dans le désert du Niger. Kadhafi a donc fait livrer l'argent via des intermédiaires comme Zied Takedine et Béchir Saleh, ce dernier aujourd'hui exilé à Johannesburg. Sarkozy, lui, ne remplira jamais sa part de contrat et va même militer pour le départ du guide. Vous connaissez les réserves de la France quant au principe d'une intervention militaire. Nous pensons que ce n'est pas une décision qui serait appropriée et que par ailleurs, nous ne pouvons nous intéresser naturellement des victimes innocentes de la folie meurtrière de M. Kadhafi et de son clan. Entre-temps, la Libye a sombré dans un chaos avec à la baguette les Américains Clinton et Obama, les Français Sarkozy et Claude Guéant, et même certains Africains, dont le président Zuma. À l'heure où ce dossier est à nouveau relancé, c'est beaucoup de panafricanistes qui espèrent voir enfin Nicolas Sarkozy inculpé. En Guinée, c'était jour de vote dimanche dernier après une campagne âprement battue. En lice, 12 candidats qui convoitent le siège présidentiel, parmi lesquels 2 principaux favoris. Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010, est candidat à un 3e mandat. La constitution qu'il avait pris le soin de modifier l'y autorise. Cellou Dalein Diallo, l'opposant de toujours et éphémère Premier ministre, Condé aura aussi été candidat malgré son âge très avancé et en dépit du fait que certains estiment qu'il n'aurait plus toutes ses facultés, en témoignent ces images. Alors, ce qui se passe ici est que c'était pendant l'exécution de l'hymne national où on est censé être calme et immobile. Aurait-il oublié à quoi ressemble l'hymne national de son pays au point qu'on a dû le lui rappeler pour qu'il se calme ou il était tout simplement très content? Les 5 millions d'électeurs guinéens trancheront. En Côte d'Ivoire, c'est la campagne électorale qui bat son plein. Pascal Affinguessan, un des candidats à cette élection, s'est dit victime d'un acte criminel qu'il a attribué aux militants RHDP. Sa résidence aurait en effet été incendiée pour freiner ses ardeurs. Le même Affinguessan milite pour un boycott de l'élection et pour cause la candidature de Ouattara à un 3e mandat. Comme en Guinée, c'est une constitution au préalable modifiée qui lui donne ce droit. S'agissant de boycott, en quoi cela est-elle une stratégie d'autant que la politique de la chaise vide avantage celui qu'on dit combattre? Henri Konan Bédié, de son côté, il utilise une stratégie vieille et connue. Il a posté une photo de lui et l'ancien président Houphouët pour attirer la sympathie certainement de ceux-là qui aspirent à conserver son héritage. Au milieu de tout ceci, un mouvement d'humeur des étudiants a éclaté à Abidjan. Bilan, des bus brûlés et des morts. Cette information reste toutefois à confirmer et nous y reviendrons. Les jours à venir s'annoncent très particuliers au pays du coupé-décalé. Il est certainement le fils de président le plus en vue en Afrique, l'un des plus bling-bling en tout cas. Théodore Obiang-Nguema, puisqu'il s'agit de lui, est le fils du président de la Guinée équatoriale et accessoirement vice-président du pays. Cette semaine, il a fait le buzz, comme on dit, avec une vidéo qu'il a lui-même postée sur son compte Instagram. On le voit nager dans les profondeurs des eaux d'une plage des Maldives. Vue aérienne et terrestre, la vidéo a fait le tour de la toile
et a attisé la colère de certains internautes. Si vous êtes abonné à Elam TV depuis le début, il vous souviendra que nous avons couvert un sujet sur le fils de l'ancien président malien Ibeka lorsqu'une vidéo de lui faisant la fête circulait sur Internet. Nous nous demandions si parce qu'on est le fils d'un président, on n'a pas le droit de s'amuser. Pour le cas Théodore, l'équation est un peu, sinon trop différente. Selon le journaliste d'investigation Emmanuel Freudenthal, l'hôtel dans lequel réside le fils Obiang est facturé à 30 millions de francs CFA par nuitée. Alors on ne sait pas combien de nuits il y est resté, mais ça doit tout de même faire un gros pactole. Pour rappel, il avait déjà été cité dans une affaire de biens mal acquis pour son train de vie dispendieux. Ses nombreuses voitures de luxe avaient notamment été saisies et ses manoirs confisqués. Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, a cette semaine fustigé le style vestimentaire des députés éthiopiens. Ces derniers, en effet, ne portent que des costumes importés au détriment du Made in Ethiopia. Il a même affirmé que son costume produit localement était bien meilleur que les costumes importés. Le message est bien clair, consommons africain tant que les Africains produisent. Karimo fait une mauvaise pub. Dans l'optique de faire la publicité d'une nouvelle chaîne de ses produits, la célèbre marque de produits cosmétiques, il y a quelques jours, a publié une photo de 2 femmes noires et 2 hommes noirs, tous inclinés au pied d'une femme de teint clair, avec pour slogan « Mettez-les à vos pieds ». Cette affiche de Karimo a été interprétée comme une incitation au blanchiment de la peau. Karine Mongoï, la fondatrice de la marque, est présentée comme une milliardaire de moins de 30 ans dont l'une des activités la plus rentable serait la vente de ses produits éclaircissants. Pour sa défense, la jeune dame a publié que l'affiche est déjà sur les panneaux publicitaires de Yaoundé. Nous arrivons à la fin de notre émission Elam Recap 16. J'espère que cela vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur YouTube, sous la vidéo bien sûr. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.